C'est parti. Merci encore. Donc voilà, euh, tout nouveau meet-up HashiCorp de cette année, le premier. Ok, donc merci à vous encore une fois. Nos sponsors HashiCorp, que tout le monde connaît, hein, éditeur d'outils logiciels pour les environnements cloud, multi-cloud. Ok, parmi les produits, on a effectivement Packer, Vagrant, ok, Terraform, Volt, Consul, Nomad. Aujourd'hui, nos présentateurs nous parleront plus particulièrement de Volt, Consul, Nomad et Terraform. Notre autre sponsor est Atfinis. Initialement, Atfinis Group. Atfinis Group a changé son nom, rebranding, pour Atfinis maintenant. Okay, je rappelle rapidement que Atfinis est localisé dans différents pays, et puis en Suisse, localisé sur Zurich, Basel, Berne et puis Lausanne. Plus de 70 employés actuellement, large base de clients, 100% open source. Les services d'Atfinis, c'est de l'engineering, du managed services, du DevOps, du développement. Atfinis a la particularité d'être le premier partenaire HashiCorp en Suisse. Okay. Atfinis supporte l'ensemble des outils HashiCorp avec des ingénieurs certifiés. Et je vous engage à faire appel à Atfinis si besoin de déployer des environnements avec des outils, des environnements cloud avec des outils HashiCorp. L'agenda aujourd'hui, donc c'est un retour d'expérience à la banque BCV Lausanne par nos présentateurs Marc Aurel, Jean-Philippe et puis Johan. Okay. Les questions, vous pouvez les poser via le bouton qui doit se trouver en bas de votre écran, okay, de votre outil Zoom. Et puis, on y répondra à la fin de la présentation. Celle-ci durera environ 1 heure. Et puis, elle est entièrement enregistrée. Les liens sur le fichier PDF ainsi que l'enregistrement vous sera envoyé ensuite. Merci encore à tous et bonne présentation. Marco, Jean-Philippe, c'est à vous. C'est Marco qui lance. Vous voyez les slides maintenant. Donc, merci d'être venu pour la présentation. Je m'appelle Marco Albrotier, je travaille à la BCV. Je m'occupe de l'architecture et de ce projet qui a été de passer des conteneurs pour les applications Java à la banque et d'améliorer le processus de développement jusqu'à la production. Je l'ai fait ça avec Johan Blanc et Jean-Philippe Ménil qui vont présenter les différentes parties ce soir. Donc, on va présenter un peu l'environnement dans lequel et le contexte dans lequel on a fait ce travail, comment on est arrivé au choix de Nomad, le POC qu'on a pu construire et comment on a évolué là-dessus jusqu'à l'environnement, les environnements qu'on a aujourd'hui. Comment aussi, retour d'expérience sur comment ça s'est passé une fois que c'était concrètement là et un peu un regard sur tout cela. On ne va pas pouvoir faire une démo live de la plateforme. C'était trop de boulot pour nous de ressortir et de réécrire une partie de tout cet infra pour juste le meet-up. Donc, le contexte, donc, un des points, c'est déjà que c'est dans une banque. Donc, ça pose certaines contraintes. Il y a 3-4 environnements
toujours à considérer au niveau de la banque avec la prod, l'environnement de test, l'environnement d'intégration IT, puis un environnement de développement. Il y a 3 PKI donc pour les certificats générés dans les environnements qui sont donc aujourd'hui générés à la main. Il y a des développeurs qui sont sur Windows 10 depuis la fin de l'année dernière. On fait des releases en production environ 7 fois dans l'année avec 2 grandes qui sont les mises à jour du système bancaire complet, donc qui demandent aujourd'hui toujours des downtime du système. C'est essentiellement un shop WebSphere, on va dire, au niveau Java, où la plupart des applications tournent sur l'outil IBM, avec un début de serveur Tomcat depuis quelques années pour des dernières applications. Un des points importants, vraiment, c'est qu'il n'y a pas d'équipe Ops à la banque. Toute la partie infrastructure, gestion middleware est sous-traitée à IBM. Donc, on verra après au niveau culture et ingénierie, on le voit. Et puis du coup, forcément, il n'y a pas d'API pour commander des VM, ce qui est plutôt douloureux pour des gens comme nous trois qui venons d'un environnement cloud précédemment. Donc le but initial du projet, qu'il est toujours d'ailleurs, c'est vraiment de sortir de WAS pour partir à des serveurs Tomcat, puisqu'en fait, au final, la plupart des applications n'utilisaient pas les fonctionnalités de WebSphere et peuvent tourner sur du Java standard. C'était donc d'automatiser les déploiements pour arrêter de faire cette chaîne qui était très manuelle, qui demandait des copier-coller entre différents documents et entre différents systèmes pour aboutir à une mise en prod. Et on avait pensé donc à la possibilité de partir sur des conteneurs aussi d'entrée de jeu, sans forcément avoir ça comme un but dur. Donc voilà, vous pouvez avoir une solution temporaire pour ça. Donc ce qu'il fallait comprendre vraiment, c'est qu'au niveau, donc il y avait le développement à la banque, que les développeurs n'étaient vraiment pas contents dans le processus. C'était vraiment le mode où on a l'équipe de dev qui fait son développement et qui jette tout par-dessus le mur à l'équipe Ops, avec le fait en plus que l'équipe Ops est dans une autre société avec toute une série de processus pour la compliance et tout ça au niveau des banques et des manières de faire qui rend le travail d'autant plus compliqué. Et puis il y avait un besoin déjà de changement. Donc dans une des équipes, l'équipe digitale, ils avaient commencé à travailler avec déjà d'autres outils, donc mettre en place Jira, Confluence et forcément Jenkins, qui est souvent le premier candidat qu'on met en place quand on veut faire du CI. Et puis donc ils avaient commencé à déployer leurs applications sur du Tomcat pour être plus souple, plus agile dans leur manière de déployer et puis faire, on va dire, des plus petites applications web qui embarquaient moins de choses. Et ils venaient aussi tout juste de commencer à utiliser Git pour sauvegarder leur code. Donc, en arrivant, il y avait GitLab. Donc, ça a été déjà une très bonne brique qui était en place. Ils commençaient à regarder comment utiliser la partie de CI/CD, puisque c'était vraiment utilisé initialement pour juste faire le repository de code. Et ils continuaient à builder avec Jenkins. Et puis, il y avait déjà des travaux en cours qui avaient été faits sur des applications pour voir comment ils pouvaient sortir de WebSphere tout en gardant la couche Java J2E pour ne pas devoir réécrire tout ce code et en faisant juste des petites gymnastiques au niveau du code des librairies pour cacher la sortie du J2E. Donc maintenant qu'on a ces deux briques, qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir de là pour amener plus d'automatisation et amener une solution pour les déploiements. Donc là, nos besoins, ça a vraiment été d'avoir quelque chose qui soit vraiment raisonnable au niveau de la complexité. On ne pouvait pas partir sur, justement, pour moi, du Kubernetes, vu
qu'il n'y avait pas d'équipe Ops, il n'y avait pas la culture de tous ces systèmes. Il fallait que ça soit quand même quelque chose de raisonnable. On avait besoin de quelque chose qui puisse être déployé assez rapidement dans un environnement. On devait aussi, au final, déployer des petites apps, dans le sens plus des monolithes que des clusters de microservices. Donc là, on ne rejoignait pas les problèmes qu'on pouvait encore avoir de déploiement de centaines de microservices avec les Blue-Green, les déploiements Blue-Green et ce genre de choses. C'est quelque chose sur lequel on veut tendre, mais qui n'était pas encore dans les requirements de la première solution. Les équipes de dev aussi, il y avait la volonté que les équipes de dev puissent déployer elles-mêmes pour entrer dans la philosophie DevOps. Il fallait bien entendu que ça soit de haute dispo du système, puisque c'est comme une banque, et si ça, faut qu'il y ait des mécanismes de préférence automatique pour assurer cette haute disponibilité. On devait aussi adresser ce problème de secret, puisque aujourd'hui, c'était géré aussi à la main par donc une autre équipe pour faire la séparation de rôles, donc par les équipes d'IBM, mais il faudrait trouver un moyen pour arrêter de les gérer à la main. On devait apporter aussi une solution pour les certificats, pour de nouveau arrêter de les faire à la main et amener l'automatisation là-dedans et que ça devienne quelque chose qui arrive automatiquement pour les développeurs sans qu'ils se posent de questions et pour lequel ils puissent aussi toujours coder ou faire des scripts, faire quoi que ce soit en laissant toutes les options actives de vérification TLS des certificats. Donc arrêter les moins insecure. Et bien entendu, pour la partie Ops, on voulait avoir quelque chose qui était vraiment orienté en type GitOps, c'est-à-dire qu'avoir toute l'infra as code dans des repos Git, communiquer à travers des API avec les outils, vraiment faire de l'automatisation complète et pas devoir faire une seule fois un clic dans une interface. L'interface, c'est sympa pour le vendeur, pour faire sa démo, mais pour travailler après professionnellement, ça ne fonctionne pas. Donc la stratégie qu'on avait, c'était vraiment donc l'automatisation d'entrée de jeu, devoir déployer un outil de config management, donc de faire des conteneurs, d'aller voir les équipes de développement pour leur parler des 12 facteurs, pour qu'ils s'orientent maintenant leur manière de développer avec des variables d'environnement, avec différentes choses, pour que les applications soient le plus cloud ready, et d'avoir quelque chose vraiment de simple, qui reste simple, pour ne pas devoir avoir une équipe énorme d'ingénieurs pour maîtriser les systèmes. Le point qui était intéressant à la banque sur le projet, c'est juste pour la partie où il n'y avait pas d'équipe Ops. C'était bien puisqu'il n'y avait pas d'historique, donc on n'avait pas de vieux système ou de choix technologique qui a été fait il y a beaucoup d'années sur lequel on devait continuer de construire. On partait de scratch, donc en 2018, on pouvait choisir les outils. Mais il n'y avait justement pas cette culture de ce que ça représente, les opérations de prod et l'ingénierie qu'il y a autour de tout ça. Et donc tout ça, au final, on ne pouvait que améliorer la situation actuelle. Donc notre plan, c'était vraiment Git partout, de tout construire à base de conteneurs, surtout qu'on avait GitLab, donc c'était assez simple à mettre en place. On a, par exemple, aujourd'hui, tous les conteneurs sont construits avec Canico, de sorte que vraiment, on n'est pas des runners ou quoi que ce soit qui va faire du shell SSH pour faire des Docker builds classiques. On construit tout vraiment en forme de conteneur. Et bien sûr, de quand même pas oublier qu'il faut migrer les applications vers Tomcat, c'est important. Et d'offrir donc une solution qui, au final, est la plus simple pour les développeurs qui auront une application sous forme de conteneur, qui veulent pouvoir configurer, donner un nom, l'envoyer et pouvoir y accéder. Et après, profiter de tout ça. Donc, pourquoi Nomad ?
On est arrivé, il y a eu un premier choix que voilà, je ne me suis pas étendu dans les slides sur le sujet, qui avait été fait, qui a été invalidé assez rapidement. Et ensuite, il fallait qu'on trouve une solution pour dire comment on allait déployer nos conteneurs. Donc, il y avait la solution à la main, mais qui n'a pas été retenue puisqu'on était quand même en 2019 et qu'il y avait des outils sur le marché qui étaient disponibles pour faire ça, pour donner pas mal de fonctionnalités. Donc, il restait Docker Swarm, Mesos Marathon, Nomad, un Kubernetes et un OpenShift. Quelqu'un qui a branché son micro. Donc, Swarm, ben, ça tournait directement, on sentait vers Kubernetes, on sentait que Docker n'était pas déjà en grande forme. Mesos Marathon, ça semblait être plutôt lourd à gérer en termes d'équipe, il fallait avoir du monde. Et puis les Kubernetes OpenShift, c'était de vision trop compliquée à mettre en place, puisqu'encore au mois de juillet 2019, on n'était que deux. Et il n'y avait pas la vision de démarrer avec une équipe de 10 ou 15 ingénieurs pour lancer tout ça. Donc du coup, Nomad était le meilleur client, puisqu'on avait vraiment la possibilité, on verra après au niveau POC, de construire itérativement une plateforme de conteneurs en prenant chaque pièce et en complexifiant doucement le système pour apporter plus d'automatisation à la solution. Mais chaque outil, on peut le tester séparément et construire quelque chose d'initial très rapidement. Donc, on a commencé en faisant un concept avec Nomad et Consul pour voir comment ça fonctionnait. De jouer avec ces composants donc de manière séparée, comprendre comment ils fonctionnaient. Et ce qui était intéressant aussi avec Nomad, au final, c'est que c'était une solution qui n'allait pas, qui sur le papier permet de déployer autre chose que des conteneurs, même concrètement. Donc ça nous intéressait de pouvoir potentiellement déployer d'autres choses avec le coût de faire peut-être un système un peu plus lock-in, puisque c'est des fonctionnalités qu'on ne pourra pas forcément retrouver ailleurs. Et par rapport donc à un Kubernetes, on n'a pas la complexité au niveau réseau. Donc on n'a pas la complexité ni l'aide au niveau réseau. Donc il faut qu'on gère justement tout ce qui est IP, tout ce qui est port. La communauté autour de Nomad est forcément beaucoup plus petite. Il n'y a pas d'opérateur comme dans la dernière version Kube. Le cluster, il est plus simple. Donc plus simple de rentrer dedans pour comprendre les mécanismes. On a activé SE Linux partout et puis ça nous a permis de voir que tout n'était pas très, très bien supporté à ce niveau-là. Il y a encore des pull requests qui sont en attente là-dessus. Et puis bien sûr, toujours le choix entre choisir un Nomad ou choisir un Kube. Est-ce qu'il faut prendre la solution qui offre le plus de fonctionnalités au coût potentiel de jamais les utiliser, mais d'avoir une marche d'entrée pour comprendre comment ça fonctionne plus compliqué, ou partir avec une solution plus simple et se dire qu'on apprendra en route et qu'on peut revoir plus tard le choix qu'on va faire. Donc c'est aussi ça qui nous a amené à prendre une solution telle que Nomad. Si on revient à nos requirements qu'on avait pour voir ce qu'on pouvait cocher là-dedans, donc on avait une solution de complexité raisonnable. On avait quelque chose qu'on allait pouvoir déployer rapidement sur des machines. On avait un service, un système qui nous offrait une autre dispo directement avec la réallocation des conteneurs s'il y avait un nœud qui était perdu ou s'il y avait des problèmes. On avait, parce que c'est toute une suite HashiCorp, l'intégration avec Vault qui était préparée, on va dire, qui est bien dans le sens qu'elle n'est pas, on va dire, forcée, mais il y a tout qui est présent pour dire, voilà, l'intégration, il y a plugin, et là, elle fonctionne bien. On avait du coup aussi, avec Vault, qui venait avec l'automatisation pour gérer ses certificats, et puis on pouvait aussi cocher toute cette partie API GitOps Automation, avec une petite couche de Terraform et d'autres outils qu'on a écrits,
qui nous permet d'automatiser toutes les opérations qu'on faisait autour. Donc on est parti sur un premier POC pour vérifier un peu nos idées et le concept qu'on se faisait de la solution. Donc on a pris comme première brique Nomad, Consul et un load balancer trafic. Essayons de voir qu'on pouvait déployer des conteneurs, s'inscrire dans les services, lire ces services de manière à annoncer les routes au niveau du load balancer et rediriger le trafic sur le conteneur derrière. Et donc on a pu partir simplement en se disant on n'a pas besoin de certificat, on ne gère pas de secret, on veut juste tester, on va dire une tuyauterie simple, avoir un load balancing. On veut pouvoir aussi démontrer toutes les fonctionnalités qu'offrerait Nomad, pas forcément vraiment toutes, mais la plupart, et montrer qu'on peut déployer une application qui n'est pas juste enfin c'est un Hello World, mais pas qu'on a écrit, pour vraiment faire des communications entre plusieurs conteneurs dans le back-end. Et on a pu faire aussi tout ça sur un poste de dev, dans une VM, sans devoir commander toute une infrastructure pour déployer plusieurs services. Donc ça aussi, c'était quand même un bon avantage. Et ça, c'était très important pour nous valider, pour montrer aux gens la faisabilité et éviter de se perdre dans trop de détails de la mise en place de la solution. Ensuite, du coup, on a pu construire et rajouter une brique, Vault. Et donc là, on a pu rajouter la gestion des certificats, faire ça avec cette PKI, les secrets et les policies. On a travaillé pendant 2 jours avec des consultants juste pour s'assurer que les concepts qu'on avait pensés autour de Vault, la manière de faire avec Terraform et tout était la bonne. Et on a donc pu tester aussi ça rapidement en 2 jours. Donc on avait de nouveau une bonne nouvelle étape dans le POC pour valider que le niveau sécurité, on apportait vraiment un gain. Ensuite, on a pu rajouter une partie d'auto-unseal pour, en termes d'opération, simplifier la charge qu'il y avait à faire opérationnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a, je vais le présenter au coup d'après. Voilà, je vais le laisser là. En fait, on a un premier Vault qu'on démarre, qui est celui en haut à gauche, qui s'appelle SecOps, sur lequel on a activé le service de secret transit, qui permet après de faire l'ouverture automatique du cluster Vault dans un environnement. Pour démarrer un cluster Vault, on doit ouvrir le coffre, et c'est une opération humaine avec des gens qui doivent aller saisir leur code. Il faut un certain nombre, il faut un quorum de personnes pour pouvoir l'ouvrir et que le service démarre. Et on peut donc déplacer cette fonctionnalité humaine en ayant un deuxième Vault qui fait cette ouverture automatique. Et ça permet du coup de faire des opérations dans un environnement sur les Vaults sans devoir à chaque fois rappeler les personnes qui ont ces codes et qui fassent l'opération manuelle. L'opération du coup était que nécessaire sur le Vault au niveau supérieur. Et là aussi on voit donc l'architecture qu'on a fait au niveau des PKI, certificats, où on avait une route CA générée en dehors par une équipe qui nous signait nos intermédiaires, où on a installé sur ce premier Vault de façon de pouvoir vraiment automatiser toute la chaîne de construction d'un environnement et de démarrer chaque service avec un certificat et pouvoir sécuriser les flux. Donc, pour éviter tout ça en évitant les problèmes de poulet d'œuf. Donc, on démarre un environnement, on doit démarrer d'abord Consul en lui donnant un certificat. Une fois qu'on a Consul qui up, on peut démarrer Vault avec son certificat. Donc, il doit venir d'un autre service. Donc, ça vient du Vault supérieur SecOps. Une fois que dans l'environnement, on a le Vault et le Consul opérationnel, à ce moment-là, on peut fournir des certificats
à partir de ce cluster Vault dans l'environnement. Et du coup, là, on a connecté Nomad et il reçoit son certificat de service depuis le cluster Vault de l'environnement. Et chaque application, le load balancer, reçoivent du coup aussi les certificats à partir de ce Vault. La différence aussi après sur la partie SecOps, le Vault conserve ses données sur le file system et il est plutôt léger en termes de charge puisqu'il gère que les certificats et l'ouverture des coffres Vault pour chaque environnement. Le but n'était pas d'avoir justement une charge opérationnelle applicative dessus, de sorte qu'ils ne doivent pas être en haute dispo, ou on va dire en très haute dispo. Et on arrive à un point, ça fonctionnait, c'est tout. C'était simple, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Une fois qu'on avait compris comment vraiment configurer les choses, sur une simple machine, en démarrant des conteneurs avec 2-3 VM pour vraiment faire la simulation, d'avoir plusieurs machines et différentes fonctionnalités sur les machines, ça fonctionnait très bien. On a pu démontrer tout ça et faire aussi du coup des tests, simuler des tests qu'on appelle DRP, où on pouvait tuer une VM et montrer aux gens qu'on regardait le monitoring de Nomad et on voyait que les conteneurs étaient déplacés, que le service était rétabli après quelques secondes. Donc ça aussi, ça a été un point important, qu'au final, en complexifiant le POC avec la sécurité, dans un environnement encore très petit de développement, on est arrivé au bout. Et maintenant, à partir de cette étape, on était passé on est sorti du mode POC et on est parti sur comment construire une infrastructure vraiment pour la banque et les environnements avec ces solutions. Donc on avait commencé à gérer une partie de VM. Du coup, on avait vraiment besoin de cet outil de config management. Donc on est parti avec SaltStack pour gérer tout ça et démarrer nos repositories Git pour construire l'environnement. Et transformer ce qu'on avait écrit dans le POC sous une manière plus propre pour l'environnement. Donc là, on avait ce que j'appelle le burger de l'infra, où on avait divisé donc, pour avoir toujours des responsabilités de couches en montant dans la stack, où on avait la partie IAS qui était offerte par IBM pour nous fournir une VM avec un OS Red Hat. Ensuite, on arrivait avec SaltStack qui était installé, qui était déjà provisionné par IBM sur les machines, pour que nous, on configure chaque VM suivant son rôle. Et donc, sur les masters, on va dire qu'on montait le niveau d'orchestration, où on devait déployer Docker, les Vault, les consuls, Nomad. Et une fois qu'on avait cette couche, on pouvait déployer des conteneurs et encore donc fournir certains services pour la plateforme de conteneurs aux développeurs sous forme de conteneurs comme le monitoring et les logs. De sorte à aussi utiliser notre propre plateforme pour offrir des services aux développeurs et s'assurer qu'elle fonctionne, que ça reste compréhensible, simple et se mettre face aux mêmes problèmes qu'il pourrait avoir s'il y en avait. Et puis donc, on a dû aussi rajouter dans la couche conteneur les outils en plus pour fournir de la fonctionnalité, comme le DNS et le load balancer. Donc, on a pris le choix aussi de déployer le load balancer sous forme de conteneur, pour ces raisons, d'utiliser le service, plutôt que d'utiliser Salt. On aurait pu le mettre dans une couche d'orchestration en disant que c'était un service d'infra. Mais pour simplifier le déploiement, on a préféré le faire directement dans Nomad. Le DNS, lui, par contre, comme il était nécessaire dès l'initialisation pour la résolution de nom, avant que Nomad soit opérationnel, on l'a déployé sous forme de conteneur, mais en le provisionnant avec SaltStack.
Donc là, c'est une vue un peu technique avec les flux d'un environnement où on a donc 3 VM masters sur lesquels on déploie les 3 services d'HashiCorp. On déploie aussi les DNS qui communiquent avec le Vault supérieur et avec le Salt Master pour répondre à la zone DNS, le sous-domaine qu'on avait obtenu à la banque. Et ensuite des VM, là il y en a 4, sur lesquels tous les conteneurs étaient déployés, avec 2 qui étaient tagués spécifiques, il y a 2 data centers, donc une de chaque côté qui était pour recevoir le trafic du load balancer et ensuite forwarder tout ça au back-end derrière. Et donc on avait posé tout ça. Ensuite, il reste toujours des niveaux de sécurité à rajouter. Donc on a rajouté encore les ACL dans Nomad et dans Consul. On a commencé par activer les ACL pour pouvoir créer les jetons, pouvoir créer les droits. Et il y a 2 semaines, on va dire, on a forcé les ACL. Donc ça nous a valu quelques danses et quelques recherches de problèmes pour mettre tout ça au point, vu que là, on l'avait fait en ayant déjà un système opérationnel, ce qui d'un côté a rendu l'exercice plus dur, comme on avait déjà une 40aine de conteneurs qui tournaient. Ça faisait rapidement beaucoup de bruit quand il y avait quelque chose qui n'était pas encore correctement configuré. On a aussi donc fait la danse des certificats avec l'équipe sécurité pour vraiment faire eux s'occupent de cette route, PKI route, qui nous signent nos intermédiaires, que tous ces certificats et intermédiaires soient configurés pour ne pouvoir faire des certificats finaux sur des domaines très précis. Donc ça demande quand même du temps. Et on a dû donc stocker quelques données dans SaltStack, chiffrées avec GPG, de sorte à ne pas mettre une dépendance non plus sur Vault, parce qu'on aurait pu connecter notre Salt à un Vault, mais à ce moment-là, ça nous posait de nouveau d'autres problèmes. Et on voulait absolument éviter ce problème de poulet d'œuf dans la construction de l'infrastructure. Et du coup, on a même pu valider tout le concept, puisqu'il y a un mois de cela, on a demandé à IBM de nous détruire et régénérer toutes les machines, les unes après les autres, ou plusieurs en même temps, comme ça on a pu simuler des tests aussi des RP. Et ça nous a permis de trouver quelques trous dans la raquette de notre côté dans la construction de l'environnement. Mais maintenant, on est confiant sur le fait qu'on a une manière de bootstrapper tout l'environnement depuis 1.0 pour que ça démarre et que tout ça a été fait correctement. Voilà. Et je vais passer la parole à Jean-Philippe. Hop, voilà. Donc, comme Marc Aurèle l'a expliqué, on a décidé d'utiliser SaltStack pour plusieurs raisons que j'ai présentées là. On va faire un rapide tour dessus. Donc, c'est le config management. Il avait une particularité, c'était les grains qui nous permettent de définir des rôles pour chaque type de machine. Un type de machine cluster, un type de machine worker, DNS, pas DNS. Le problème des grains dans Salt, c'est qu'ils sont setés sur la machine. Et qu'en cas de compromission de la machine, on peut donc changer ces grains, ce qui peut permettre de récupérer certaines valeurs qui peuvent être stockées dans Salt. Donc il a fallu faire autrement. Il a fallu refactoriser tout l'arborescence de pilars qu'on avait défini. Et finalement, à la fin, on s'en sort avec, on définit les rôles dans les pilars, ce qui nous permet d'avoir un Salt Top SLS qui est relativement simple, comme vous pouvez le voir. Il contient 5-6 lignes. Initialement, on était un peu plus long que ça, et c'est généralement là qu'on définit tous les states qui seront appliqués sur chacune des machines. On utilise aussi la notion de saltenv qui nous permet de pouvoir, suivant la branche dans laquelle le code est, de pouvoir tester des states. On utilise aussi beaucoup la notion de réacteur et d'orchestration dans Salt. Les réacteurs dans Salt, ça permet de réagir. Voilà. La notion de réacteur dans Salt, ça permet de réagir à des événements
On définit donc une série d'événements sur lesquels on veut réagir. Par exemple, ici, à chaque fois qu'un minion dans Salt démarre avec l'event start, on exécutera le réacteur startup orchestration SLS. Du côté du file server, à chaque fois qu'il y a un event de type GitFS pour un update, il y aura un update du file server qui sera fait. La définition de l'orchestration, c'est tout simplement un runner qui va jouer un state sur le minion qu'il a demandé. De ce fait-là, l'orchestration, tout simplement, on peut définir différentes étapes en fonction de qui on est. Ici, tout simplement, on rafraîchit les modules, les grains, les mines, et finalement, on peut faire des high states. C'est-à-dire que là, tous les states qui sont attribués à la machine en question pourront être joués. Ça veut dire que maintenant, dès qu'une machine joint Salt, elle est capable, si les pilars sont définis avant, de pouvoir appliquer directement ces states. Est-ce que je suis un membre du cluster ou pas? Est-ce que je suis un worker? Est-ce que j'ai Nomad, Consul, Vault ou pas? On a parlé des DNS tout à l'heure. On s'était posé la question de faire le choix de quel DNS on utiliserait. Ici, il ne s'agit pas de monter des routes serveurs, donc on est parti sur un choix très simple, qui est Core DNS, qui est très facile à déployer et à utiliser. On l'a déployé avec Salt sous forme de conteneur. C'est Salt qui pousse donc la configuration du conteneur et des fichiers de Core DNS. Où est-ce que je forward mes zones, quels sont les rivers, etc. On a besoin aussi, dans le cadre de la plateforme de déploiement, de rajouter certains noms. Par exemple, chaque application qui va être déployée va avoir son nom DNS et le cluster, le core DNS a besoin d'être au courant de ça. Pour ce faire, on utilise Consul Template qui va permettre d'interroger les services enregistrés dans Consul pour pouvoir attribuer un nom DNS. Et en interne, comme Consul a un DNS qui est le point consul, la zone point consul, tout ce qui arrive en point consul sur core DNS va être transmis à Consul directement. On utilise Consul Template parce qu'il n'y a pas de plugin officiel dans Core DNS pour interroger le cluster Consul. Ce qui fait qu'à la fin, quand Salt pousse une recette, ici, au début, on a du Jinja de Salt, qui finalement va pouvoir mettre du template du Consul Template, ce qui fait que Salt va pousser un fichier de configuration et qui va être mis à jour régulièrement suivant les événements enregistrés dans le cluster Consul. Et ainsi, les DNS vont pouvoir se mettre à jour. Il a fallu aussi monter pour les développeurs et pour ceux qui utilisent les applications qui sont déployées dans la plateforme, toute une agrégation de logs. Aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose. Nous, on a décidé de pouvoir leur mettre à disposition une interface de consultation des logs de leur application. On a beaucoup cherché ce qui pouvait être le plus rapidement et simplement faisable avec Docker. On a essayé Fluentd, Guelph, on a eu beaucoup de limitations et finalement, on utilise le driver journald de Docker qui va donc loguer dans journald du host et on utilise le bit journal bit d'Elasticsearch pour récupérer ces logs-là. Ces logs-là vont être donc envoyés sur un cluster Elasticsearch. Nous avons fait le choix d'utiliser OpenDistro pour l'intégration LDAP, qui est soumise à licence chez Elasticsearch. Ce qui nous permet de pouvoir déployer une interface de consultation comme Kibana avec des logins LDAP et donc des rôles associés en fonction du groupe auquel vous appartenez et des logs que vous pourrez ou pas consulter. Tout ce qui est gestion de rôle dans OpenDistro, on le fait aujourd'hui via Terraform. Ça marchote. On l'a pas développé. C'est quelqu'un sur GitHub qui l'avait déjà fait une partie. Il y aurait certainement un peu de développement à faire pour l'utiliser souplement. Sinon, il faut le faire à la main dans Kibana, c'est un peu plus pénible. Pour la partie monitoring, on utilise Prometheus.
et Grafana pour les dashboards. Prometheus, lui, écoute les services dans Consul et en fonction de ces services-là et des règles définies dans Prometheus, va pouvoir scraper les différentes métriques. Et Grafana va ainsi pouvoir consommer les métriques dans Prometheus pour faire des graphes. Les graphes, aujourd'hui, on les fait avec Graphonet. C'est, en tout cas pour moi, beaucoup plus pratique de les faire que via l'interface de Grafana dans laquelle je me perds beaucoup. Du coup, encore, on utilise beaucoup Consul Template parce que c'est Consul Template dans le job nomade de Prometheus qui va permettre d'hydrater le template Prometheus. Un exemple d'un job Prometheus aujourd'hui, c'est le job BCV. Il va donc interroger Consul. Donc, tout ça ici, ce sont du Consul Template pour récupérer l'interface du Consul agent qui va pouvoir interroger, le token utilisé. Et derrière, nous, en fonction de ce qu'on a interrogé dans Consul, on va pouvoir faire un relabeling dans Prometheus pour récupérer le path des métriques des applications, pour récupérer, savoir si l'application est en HTTP, HTTPS, et aussi sur quel nœud se trouve l'application, et effectivement aussi le nom du job, de l'application qui est déployée. Je peux revenir là-dessus, moi. Oui, vas-y Marco. Je te laisse le slide, je te laisse pas trop d'écran. Là, pour revenir sur une image un peu nouveau high level du service de conteneur, où on voulait donc vraiment avoir ce point d'entrée simple, c'est-à-dire la description du job nomade pour les développeurs qui seraient capables d'écrire, qui va définir dedans toute une série de données nécessaires ou pas, mais qui vont permettre ensuite d'automatiser toute la chaîne derrière. Donc, à partir de ce fichier-là, on l'envoie à Nomad, il interroge Vault pour obtenir les secrets et le certificat. Il va inscrire différentes données dans Consul, et puis ensuite, donc, il fait le déploiement du conteneur. Et à partir de ce catalogue Consul, on a mis différentes choses. Donc, dedans, il y a la configuration justement pour trafic, pour donner les routes, quels sont les backends, les spécificités, faire de la redirection d'HTTP vers HTTPS. On a aussi mis pour Prometheus, en fait, pour permettre un peu aux gens d'être flexibles dans la manière dont, s'ils ont des métriques, sous quelle forme elle est, qui puissent spécifier le chemin et le protocole pour aller interroger les métriques de leur application, puisque tout n'est pas forcément identique. Et ensuite, pour un développeur, il sait que quand il déploie un job qui a le nom service XYZ, il n'y a pas de surprise. Il doit aller ensuite dans son navigateur et taper XYZ, le nom de domaine de l'environnement, et il aura son application, pour que ce soit vraiment tout bête au maximum. Et donc, toute l'information de la call qu'on doit faire doit juste être dans la description du job nomade avec des tags et différentes choses qui iront dans Consul. C'était vraiment ça le point important et auquel on est arrivé. Et on va voir maintenant Johan qui va présenter cette partie donc qu'on a simplifié dans la description des jobs de manière à ce que même si initialement ça peut être un peu lourd à décrire tout ce qu'il faut mettre dans la conf d'un job nomade pour obtenir un déploiement sécurisé, on voulait que itérativement ensuite dans le cycle de vie d'une application, ils aient le minimum de choses à changer pour faire vivre leur application. Je te laisse. Vas-y, Johan. T'es en mute, Johan. Voilà. Donc, vous imaginez que quand on a montré tout ça aux développeurs de la banque, ils étaient un peu perplexes parce que c'est quand même assez complexe, le fond de l'histoire. Et il a fallu remonter ces concepts-là vers des concepts qu'ils connaissent, qu'ils comprennent et qui vont pouvoir appliquer au quotidien. Et donc, on va retomber vers ce qu'ils savent faire. Donc, leur demande, c'est de faire des releases, de demander pour des déploiements et de pouvoir le tester live. Ça, c'est ce qu'ils
qu'ils font, ce qu'ils ont besoin de faire. Et notre but dès le départ, c'était que cette solution-là, elle soit applicable dans tous les environnements, que ce soit la production, l'acceptation et le développement. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Et demander pour un déploiement, en développement, c'est peut-être une requête SSH, alors qu'en production, c'est une demande SAP et que ça se fait tous les mois, l'autre se fait toutes les heures ou tous les jours. L'idée d'avoir une solution qui puisse s'appliquer à tous les cas. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, faire une release avec la migration dans Git et GitLab CI, la solution la plus simple qu'on ait trouvée, c'est une step qui s'active manuellement. C'est du Java, donc c'est le Maven Release Prepare, c'est la dernière étape. Donc sur n'importe quel projet, n'importe quel moment, quand on est content, on presse sur le bouton, ça fait une nouvelle release. L'étape d'après, c'est de demander dans un autre projet le déploiement de la nouvelle version de son application, si possible avec le moins de changements possible. Juste le numéro de version devrait suffire. Et si tout va bien, une fois qu'un humain a accepté ce changement-là, la nouvelle application est déployée et on peut accéder, on peut la voir déployée dans Nomad, on peut consulter les logs et la voir apparaître sur une adresse publique. Publique en interne à la banque, évidemment, pour le moment. Donc, cette idée-là, c'est le retour au cycle DevOps et on s'est vraiment concentré sur les flèches qui sont ici en vert du milieu. Donc, le test, les releases et le déploiement, en mettant un côté continu dedans, donc l'intégration continue, les livraisons en continu et les déploiements en continu. L'intégration continue, et aussi étonnamment que ça puisse paraître, peut-être on est entre personnes un peu intéressées par ce sujet et qui ont une certaine pratique. Dans un environnement aussi gros, avec un historique, un héritage aussi fort qu'une vieille société vaudoise, passer à Git, faire de l'intégration continue, etc., c'est un réel apprentissage et c'est un réel changement de manière de travailler. Donc, il y a vraiment un travail grand qui a été fait sur avoir des images de base, Docker, pour exécuter les tests le plus simplement possible et de demander aux développeurs de dire, voilà, ton code, il est là, tu peux lancer le MVN Verify dedans, tu as le résultat et ça te permet d'avancer, sans qu'ils doivent construire tout ça en plus. Les livraisons continues, l'idée, c'est d'avoir le release prepare. Si vous ne connaissez pas Java, je vais vulgariser ça rapidement. Release prepare, sur le projet, il change de numéro de version pour mettre une version qui n'est plus un snapshot, mais un numéro de release. Il fait un commit, il pose un tag avec ce numéro-là, il pousse le commit et le tag, il incrémente le numéro de version, il remet un snapshot. Et ça, on peut le faire manuellement sur son poste, prendre le résultat, aller le mettre dans un partage Windows et faire une demande dans SAP. C'est ce qui est fait actuellement. L'idée d'avoir un simple bouton pour le faire, c'est qu'on presse sur le bouton prépare, ça fait ces opérations-là. Et le tag est posé et le tag déclenche un job en GitLab qui fait la partie perform, qui fait la release, le point .war ou le point .jar et qui l'envoie dans notre cas Nexus, mais après Artifactory ou la registry de GitLab même. Et on est arrivé à ce problème que nos projets Java, jusqu'ici on produisait des artefacts Java et on a voulu produire des artefacts Java et des artefacts Docker. Donc on a commencé par faire grossir nos pipelines en ayant des étapes supplémentaires qui produisent des conteneurs et qui les poussent. Est arrivé en début de cette année la CVE de Tomcat. On s'est dit, merde, là, il faut mettre à jour tous les Tomcat. Le code Java n'a pas changé, mais on doit changer toutes les images. Et la construction de ces images, elle est distribuée un peu partout. La solution trouvée, c'est de dire, il y a des projets Java qui produisent des artefacts Java qui sont envoyés dans des Nexus, Artifactory qui savent faire du Java. Et il y a des projets Docker qui font des artefacts Docker qui sont envoyés dans des registries Docker. Et l'idée, c'est qu'à la fin d'un pipeline Java, on déclenche un pipeline dans un autre projet. Ça se fait avec les triggers dans GitLab. Et comme
sur toutes les applications qu'il y a assez peu de moules. Donc, il y a quelques moules de base où il y a des applications qui ont été faites dans une certaine décennie qui ressemblent à une certaine chose. Il y a des applications plus récentes qui sont du Spring, moderne, etc. Elles se ressemblent beaucoup. Et on peut vraiment utiliser la même image Tomcat qui va bien pour ce type d'application-là. Donc, il y a beaucoup de projets Java qui se terminent sur beaucoup moins de projets Docker. Et une boucle for qui déclenche des curls permet de reconstruire toutes nos images en très peu de temps si on devait le faire. Maintenant, le déploiement continu. Donc, on avait nos images, nos trucs. Super. On s'est dit, bon, on n'a qu'à utiliser Nomad. Donc, on avait les fichiers de déploiement Nomad qui sont assez chargés, qui contiennent pas mal d'éléments répétitifs. La première solution, c'était de dire on ne va pas mettre les secrets de déploiement dans GitLab, parce que là, ça voudrait dire que celui qui a accès à GitLab, il a accès à tout. Donc, le jour où on met des déploiements de production, on ne peut pas mettre comment déployer en production dans GitLab, parce que GitLab contiendrait toutes les informations de toute la planète. L'idée, c'était de créer un bot rapidement qui va écouter les événements GitLab et lors d'un commit sur un projet particulier, il prend le fichier Nomad et il l'exécute en faisant un shell de Nomad, job run, etc. Mais les fichiers Nomad sont gros et compliqués et la solution de Levent semblait intéressante. Levent, c'est un projet qui a été développé chez Trivago par un certain James Fraser. L'idée, c'est de mettre une couche de template Go encore par-dessus. Donc, de séparer une partie de config et une partie de template. En gros, ça ressemble à ça. On aurait un fichier de config ici à gauche qui contiendrait le numéro de version du projet et le niveau des logs. Et on va injecter ça dans le fichier. C'est très sympa. Mais il fallait encore aller un peu plus loin. Donc, on a mergé les deux projets. L'idée du bot en Python et de Levent pour créer un troisième qu'on a nommé Bender. Et ce Bender, il a deux fonctions. Il a une fonction dans l'intégration continue, donc le projet qui contient tous nos fichiers de configuration, tous nos déploiements. Il peut y en avoir plusieurs. Lorsqu'un changement est fait, un développeur, comme ici moi, j'ai demandé d'incrémenter la version du projet Bender. Je suis dans le petit fichier de config, j'ai modifié le numéro de version. Il régénère le déploiement Nomad complet et il fait un plan auprès du serveur. Et il me fournit la réponse, voilà, de dire voilà, il y a ça qui va changer, oui ou non. Et ça permet à la personne qui doit approuver ou rejeter ses merge requests de dire oui, ok, ça change beaucoup de choses ou non, ça change peu de choses, ou de voir ce qui peut se passer. Aussi peut-être si les ressources sont vides ou autres. Et ce bot-là peut être appelé directement, comme dans ce cas-là, en HTTP, et il continue d'écouter les événements dans GitLab. Donc, quand quelque chose est mergé dans master, il regarde tout ce qui a été modifié et il exécute toutes les tâches. Donc, quand c'est mergé, il n'y a pas un appel supplémentaire qui est fait. Parce que si un appel supplémentaire a été fait au moment où on merge, ça veut dire qu'on donne le droit à GitLab d'effectuer l'action. Alors que si c'est le bot qui écoute, c'est le bot qui a les droits et il faut avoir le droit de mettre dans master. Ce qui est à peu près similaire en fait. Et on retombe à notre point de départ. Ça a été mergé, l'application est déployée, tout va bien, on est heureux. Voilà, ça sera tout. Si vous voulez, sur la fin, on peut revenir vous montrer tous les aspects un petit peu répétitifs des jobs nomades qu'on utilise un peu partout, qui peuvent être intéressants ou pas à voir par curiosité. Mais je peux garder ça pour la fin. Voilà. Un des points que je rajouterais, c'est qu'on a aussi, donc, comme il a montré, en fait, déployé Bender à l'intérieur de Nomad comme un conteneur. Donc celui-là, le premier, on doit le lancer à la main. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir cette séparation où ce n'est pas la CI qui a le secret de la CL du token pour faire les déploiements dans Nomad. Il y a une personne qui a ce token, qui a la tâche de déployer
Bender dans l'environnement de dev. Et ensuite, c'est Bender qui a ce token et on va dire plus personne n'a accès et permet d'aller voir et de faire le job. Bon, le secret est dans Vault. Le secret est dans Vault, oui. Ouais. Maintenant, on va passer à la partie de qu'est-ce qui peut mal se passer. Je te laisse la parole, Jean-Philippe. Oui. Hop. Donc vous imaginez bien que dans les requirements, on était parti sur une plateforme qui ne devait pas être trop complexe à déployer. Nous, on a décidé de placer la barre assez haut en activant toutes les fonctionnalités de sécurité qu'on pouvait trouver, SE Linux, les assets dans Consul, les assets dans Nomad, les tokens dans Vault. Donc forcément, on a eu quelques écueils, et heureusement. Voilà. Déjà le premier, et non des moindres, c'est la version du kernel des distributions qui nous ont été livrées. À la banque, on utilise, pour la question de compliance, Red Hat en version 7 et qui arrive avec un kernel de 3.10 qui est effectivement toujours maintenu à jour, mais qui est très vieux en termes d'essais groupes et qui contient énormément de bugs, en particulier sur le kernel memory controller. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de déploiements d'images Docker, comme on a pu l'observer avec la CI, il y a des leaks de mémoire qui s'introduisent et la machine devient inutilisable. Et tout simplement, ça se résout en désactivant complètement la mémoire au niveau du démarrage du kernel pour l'essai groupe. Après, on a d'autres erreurs qui arrivent, toujours avec les mêmes kernels, qui sont les runtime errors when using namespaces to isolate containers. Et là, rebelote, il faut réactiver des paramètres au bout du kernel et augmenter le nombre de namespaces possibles par utilisateur. Donc vous imaginez, comme c'est IBM qui gère les machines, et ce sont des paramètres kernel, le nombre d'allers-retours que ça peut engendrer, tout en sachant que nous, on n'a pas la main sur les machines, et pour débugger ces problèmes-là, c'est relativement complexe. Depuis que ces paramètres sont en place, on n'a plus observé le moins de problèmes, ça fait 6 mois. On en a eu d'autres, et celui-là était joli, les process zombies. Alors les process zombies, on vous a dit tout à l'heure qu'on utilisait beaucoup Consul Template. On utilise Consul Template pour écouter dans Consul pour les confs Nomad, pour les confs Vault, pour les confs Core DNS, pour JournalBit aussi, pour avoir l'IP des Elasticsearch. Et HashiCorp, eux, relisent des binaires et ne packagent pas leur application. Ce qui fait que les unit file systemd, pour démarrer les services, ne sont pas disponibles. Nous, on a suivi le guide de déploiement fourni par HashiCorp pour Consul, Vault et Nomad. Pour Consul Template, il n'y en a pas et on a bêtement fait un copier-coller de la unit service de Consul vers les services Consul Template. Et après plusieurs semaines, on s'est aperçu que malgré que le service soit stoppé ou n'arrête pas de redémarrer, il y avait toujours des process de Vault ou de Nomad qui tournaient toujours et on ne comprenait pas pourquoi. Après une rapide lecture du man systemd.kill, on s'est aperçu que le kill mode pour Consul était mis au niveau process, alors que par défaut, c'était au contrôle groupe. Ce qui fait que quand une tâche est stoppée, elle va aussi killer toutes les tâches qui dépendent du même C-group. Ce n'est donc pas le cas pour Consul et on l'a aperçu bêtement avec Consul Template qu'au bout de 200 000 tokens qui sont créés parce que ça se renouvelle mal. On a eu plusieurs écueils comme ça. Comme c'est IBM qui nous fournit les machines, IBM n'emploie pas forcément la même configuration de management que nous. Ils utilisent Puppet. Et nous, pour les certificats, on se base pour la création des certificats, comme tout est en TLS, donc Consul parlant en SSL avec Nomad, etc. Et ce même en localhost. On se base sur le hostname qui est fourni pour générer les certificats, les alternative names, etc. Jusqu'au jour où une erreur dans la configuration de management d'IBM a changé les hostnames et donc a changé tous les certificats et que rien n'était valide.
Depuis, on a accordé nos templates Salt pour construire les hostnames qui vont être fournis dans les consuls templates. Ah, ça, Marco, je pense que tu la maîtrises mieux que moi, mais juste avant, oui, je vous ai passé tous les problèmes avec SE Linux. Les machines Linux chez IBM n'avaient pas SE Linux. Il a fallu on a demandé l'activation de ces paramètres-là. Il a fallu aussi gérer tous les déploiements de Salt avec SE Linux. Et de temps en temps, ça peut paraître complexe. Marco, celui-ci, je crois que tu le connais mieux que moi. Oui. Donc, après un week-end, on est revenu et puis il y a plus rien qui marchait. On part le vendredi soir, on fait une opération et on revient le lundi matin et tout qui est raide. Et en fait, donc avec le schéma des deux Vault, le Vault partie, on va dire, service sécurité et SecOps, et le cluster Vault, on avait commencé à monter l'environnement achat et appliquer les policies sur ce Vault SecOps pour activer les clés d'auto-unseal du cluster. Et on va dire, on est parti en week-end. Et le lundi matin, le file system du cluster du Vault était plein, puisqu'en fait, on s'était raté dans une policy avec Terraform, mais on avait oublié de rajouter le workspace de l'environnement dedans. Et du coup, on a repris une policy qui était pour l'environnement AD et on l'a déplacée vers l'environnement achat. Et du coup, toutes les générations, les demandes de tokens pour les services Vault Consul, pour recevoir leur certificat TLS, n'étaient plus valides. Et Consul Template n'arrêtait pas de faire en boucle des demandes de jetons pour réessayer. Et donc, on s'est fait un petit DDoS nous-mêmes. Mais au moins, ça permet d'approfondir les connaissances dans toute la tuyauterie entre les systèmes. Comme on vous l'a dit, on a essayé d'automatiser le plus possible toutes les opérations. Aujourd'hui, il reste quelques étapes manuelles, en particulier le bootstrap initial du cluster. Le reste est tout automatique. On s'est gardé quand même le choix pour la mise à jour des composants du cluster comme Vault, Nomad et Consul, de le faire manuellement. On ne voudrait pas s'amuser à planter la prod pour un processus d'upgrade qu'on finalement ne maîtriserait pas bien. Là, on a mis en exemple tout simplement la façon dont on met à jour un composant. Donc là, on l'automatise en fait une partie. On va utiliser Salt pour désactiver. Il y a un iState qui est fait régulièrement. Ça veut dire que tous les states qu'une machine détient vont s'appliquer une fois par heure. Ici, on le désactive. Après, on télécharge finalement la nouvelle version du binaire. Par exemple, ici, c'est Consul. Après, on n'a plus qu'à appliquer l'installation du state. On a pris soin dans le state de ne pas redémarrer le service quand on fait l'installation. L'installation, c'est télécharger le binaire, faire le lien symbolique, refaire quelques étapes et de pouvoir redémarrer à la main. Ce qui fait qu'on peut faire un rollover du cluster manuellement sur chacun des membres. On ne voulait pas qu'une automatisation trop forte redémarre chacun des membres du cluster en même temps, perdre le quorum, etc. Et d'avoir une automatisation sans perdre le quorum aurait demandé un petit peu plus d'investissement que les 4 lignes qui nous servent ici pour la mise à jour des composants. Allez, back to Marco. Je pensais que tu allais faire. Donc, où on en est aujourd'hui? Donc, on a fait l'environnement pour donner aussi, une timeline que je n'ai pas expliqué plus tôt. Donc, j'avais donné la date de juillet 2019 pour le choix. On a fait donc le POC avancé, tout ça pendant l'automne. Et on va dire qu'au mois de janvier 2020, on a reçu les VM opérationnels de la part d'IBM et on a pu construire l'environnement de dev. On a déployé les premiers conteneurs au mois de, je dirais, corrigez-moi Jean-Philippe si c'est faux, mais au mois de fin février ou début mars dans l'environnement. Et ensuite,
comme les développeurs ont pu rajouter au fur et à mesure tous leurs conteneurs. Et depuis la semaine dernière, on est en train de monter la pré-prod. Avec aujourd'hui le service, on va dire, de base qui fonctionne pour déployer des conteneurs avec le LB qui est là. Et on doit encore passer en mode plus opérationnel avec la sécurité pour faire toute une partie de danse entre avec le fait qu'on ne doit pas connaître, nous, des secrets pour accéder aux différentes applications. Donc, les développements continuent après sur la partie Java, Tomcat, pour transformer les applications. Ça se passe bien. L'environnement de dev a un certain format en nombre de VM, en taille des VM. L'environnement, par contre, de pré-prod sera équivalent à la prod. Et donc, c'est dessus, une fois qu'on aura déployé les applications qui doivent aller dans le premier run de prod, qu'on va faire les tests plus poussés de la plateforme et vraiment faire des tests de stress test sur la plateforme, relancer des conteneurs en boucle, faire des tests de charge pour voir comment ça se passe, comment on va aussi pouvoir ajuster les valeurs pour la mémoire, le CPU. On a aussi utilisé la dernière fonctionnalité qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, de pouvoir changer la méthode de déploiement et de ne plus faire du bin packing, puisque c'est leur méthode par défaut en termes d'optimisation, c'est-à-dire qu'ils vont Nomad va concentrer le maximum de conteneurs sur un même host. Et nous, là, on est passé en mode spread, donc étalé. On distribue sur toutes les VM au maximum la charge. Et donc, on va devoir justement tester tout ça et puis sautiller aussi pour monitorer correctement les différentes plateformes. Et donc, justement, commencer aussi à écrire des outils pour ces espèces d'attaques des DOS qu'on se fait nous-mêmes pour pouvoir plus facilement avoir la compréhension des tokens, de tous ces jetons qui circulent dans le système. Et donc, après, pour la prod, c'est pas encore défini quand est-ce que ça va partir. Voilà. Maintenant, le point suivant, c'est vraiment la pré-prod et tester, faire un vrai test de l'environnement, de stabilité de l'environnement. Tu peux passer à la suivante. Donc, ce qu'on a appris dans ce parcours, c'est que Volt est très intéressant, mais que c'est un beau challenge, qu'on a beaucoup appris là-dessus, qu'on est devenu beaucoup plus confiant dans notre compréhension du fonctionnement de Volt. Ça nous a pris un certain temps. Il y a vraiment une fois, je me souviens très bien, on est venu au boulot un matin et puis ça commence à allumer des lumières dans nos têtes sur comment fonctionnait tout ce mécanisme de jetons. Puisqu'au final, on crée un jeton initial. On utilise aussi pas mal le unwrapping, du fait on génère un jeton qui peut être utilisé qu'une seule fois. Et on doit donner des policies à des services qui peuvent ensuite créer des jetons pour d'autres applications. Et elles doivent le recevoir et ensuite l'utiliser. Donc, il y a une espèce de call à faire entre des jetons, des policies, des jetons, des policies, des services qui n'étaient pas initialement faciles à comprendre. Et après, une fois qu'on le comprend, par contre, on est là, mais ça saute aux yeux. Donc, au moins, ça, c'était une bonne chose. Bon, je pense que sans Terraform, on ne l'aurait jamais fait. Sans Terraform, non. C'est juste pas possible ça, je suis d'accord, c'est pas du tout possible de gérer cette complexité de sécurité sans utiliser Terraform. Ça, c'est clairement le cas. Ensuite, sur Nomad, on était vraiment content puisque ça faisait ce que ça disait que ça faisait. On n'a pas eu de mauvaise surprise à part ces process zombies. Ça se déploie aussi donc facilement. On avait le changement de méthode dans la banque pour le développement et tout qui n'était pas du tout à sous-estimer. C'est encore des travaux en cours dans la manière de faire, de travailler, de développer. Tout le monde est passé sur une formation avec GitLab, Git, pour qu'ils sachent utiliser Git, qu'ils puissent comprendre vraiment l'intérêt des merge requests, y travailler, avoir ces divisions des 4 yeux pour corriger le plus vite possible les problèmes et pouvoir échanger autour de ce qu'ils font.
et puis de leur montrer qu'ils peuvent eux-mêmes déployer. D'un côté, ils sont contents, demandeurs de ça, mais quand on leur dit ben, c'est bien, vous pouvez déployer, mais sachez qu'à terme, si vous pouvez déployer, ben, quand vous déployez entre parenthèses en partie l'application en prod, vous serez aussi responsable de la prod. Et là, d'un coup, ça change un petit peu en se disant ils vont prendre des responsabilités, on va devoir suivre des choses, on va pouvoir venir derrière nous. Voilà, ça se travaille sur le temps. Et ensuite, à partir des ACL, d'activer cette sécurité et de la forcer, on rentre vraiment dans un autre terrain de jeu où les choses doivent clairement bien fonctionner. Et dès qu'il y a un petit glitch quelque part, ça peut vite partir en cacahuète, comme je pourrais dire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, il y a le Q&A en bas qui est à votre disposition. Et dans le pire des cas aussi par email ensuite, s'il faut. Ça sera mieux que le chat. Alors, est-ce qu'il y en a? Alors, ce que je peux spécifier en plus, c'est donc tout ce POC, tout ce qu'on a présenté là en termes de fonctionnalité. On s'est dit que ça se fait avec la version open source des outils. Donc, on n'a pas eu besoin non plus d'acheter des licences pour pouvoir démontrer des fonctionnalités et arriver à une présentation de la plateforme pour démontrer la possibilité de faire un tel service. Je prends les questions. Donc, Jonathan demande, vous avez juste mentionné Terraform sans dire comment on l'utilise. Alors, on s'en sert donc, pour appliquer tous les changements dans Vault, dans les deux Vault, donc le Vault qu'on appelle SecOps, et dans le cluster. Donc, ça, on définit les services qu'on active, on fait les configurations pour le LDAP, on fait aussi les configurations des... Pardon? Les back-ends, des tokens. Les back-ends, ouais. On fait des tokens, les policies, on fait les chemins aussi pour les applications. En fait, on a fini que dans le back-end KeyValue, il y a un chemin spécifique par le nom applicatif dans la banque, de sorte que ça soit normé. La création de ces chemins est aussi faite dans Terraform. Comme ça, même si on ne va pas vouloir garder le contenu complet, les secrets, tout qu'il y a dans Vault, parce que c'est des données sensibles, on veut au moins pouvoir avoir tout le reste et connaître la structure qui est dans Vault sous forme de fichier pour pouvoir la rejouer quelque part. Et donc justement pouvoir passer d'un environnement AD à un environnement de pré-prod et un environnement de prod. Et le point super fun, le lien entre Terraform et Salt, c'est quelque chose qu'ils veulent virer de Terraform, mais on s'en sert, c'est hyper utile. On génère les jetons et Consul et Vault avec Terraform et on les chiffre avec la clé GPG publique du Salt Master. Ce qui fait que dans notre état, on n'a que des clés GPG, on n'a que des jetons chiffrés. Donc Terraform ne peut pas les renouveler. Et un script, on prend l'output JSON de Terraform et on fabrique les states Salt avec. Et ensuite, quand le service démarre, lui prend le jeton et le renouvelle. Donc ce jeton est renouvelé par le service et pas par Terraform. Donc on arrive à générer les 50, 60 jetons qu'on a besoin pour le cluster d'un coup, s'il faut. Et ils sont chiffrés, donc ce qui se balade dans notre état Terraform n'est pas sensible, ce qui est génial. Donc même les secrets, a priori d'après ce que disait Marc, c'est que avec Terraform, vous arriviez à mettre des secrets ou des choses un peu secrètes, en tout cas dans Vault. Même ça, en fait, la configuration qui est dans Terraform elle-même n'est pas secrète, en fait. Il n'y a rien de secret qui est stocké en clair, en tout cas dans Terraform. Non, pas en clair. Pas encore.
Exactement. Donc, du coup, c'est chiffré via la clé GPG du serveur, la clé publique du Saltmaster. Exactement. On utilise aussi Terraform dans la gestion de GitLab, pour la gestion des groupes, des propriétaires de chaque groupe pour les projets. On s'en sert. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on s'en sert encore? Vraiment pour Volt. Non, voilà. C'est bon. Et à la place de Levent et puis du coup de Bender que vous avez créé, est-ce que vous avez pensé à utiliser le provider Terraform pour Nomad qui permet justement de lire des jobs nomades, potentiellement de mettre des variables dedans et après d'exécuter le job pour le soumettre au cluster nomade? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré? Le provider Nomad pour Terraform me paraît assez pauvre. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Il n'y a pas grand-chose dedans. Non. Et le fait de l'avoir écrit, de l'avoir fait en Go, et de reprendre ce qui a été fait dans le vent, on a même étendu en fait pour avoir plus de fonctions disponibles dans les templates, ce qui nous a aidé, puisqu'après on avait remarqué que le vent en termes de fonctions de templating, on avait des limites dedans. Du coup, je serais intéressé pour. Après, il y a d'autres questions, mais je serais intéressé pour avoir plus d'infos sur qu'est-ce qu'il y a dans Bender exactement, qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez parlé rapidement, mais d'expliquer un peu plus ce que vous avez mis dedans, c'est cool. Tu veux faire. Je prends la question de Sébastien On juste peut, avant. on peut faire ça après. Ouais. On peut faire ça après. Donc, combien de développeurs vont travailler avec ce nouveau processus pour imaginer le travail de gestion du changement? Donc, dans la banque, il y a 150 personnes, que je ne dise pas de bêtises, pour le dev IT. Donc, c'est à peu près ça la couverture de personnes, des vrais développeurs Java. Si on fait un check rapide dans GitLab, on arrive à la centaine d'utilisateurs dedans. Voilà, c'est ça à peu près la taille. Après, il y a aussi toute une complexité qu'on n'a pas présentée ici, qui est sur la gestion donc, du déploiement dans les processus de la banque. Je vous épargne cela. C'est aussi un travail en cours qui va changer vraiment la manière, de nouveau, pour obtenir quelque chose que j'appellerais de fluide, dans le sens que une donnée qui est changée dans un système, un humain ne doit pas la ressaisir dans un autre outil pour informer un autre groupe. On doit arriver au final à ce que les systèmes se parlent entre eux pour que un change d'une autre version qui doit passer en prod puisse être lié à un ticket Jira et puis à un ticket dans un autre système pour l'équipe qui gère tous les changements à la banque. Parce qu'il y a un tel historique d'erreurs humaines, c'est normal, de recopiage et de changements comme ça, que voilà, faut vraiment casser ce système. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas en tout cas pour le moment. Jonathan, si on utilise toujours Trafic, oui, on utilise toujours Trafic et ça aussi on en est content, ça fonctionne bien. On utilise la version 2, on avait démarré avec la version 1, il travaillait sur la nouvelle version 2, il n'y avait pas initialement, on ne voyait pas apparaître le plugin pour interroger Consul. Donc, on était là un peu bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et quand on a commencé à déployer l'environnement de dev pour la banque sur les VM, ça a apparu. Donc, comme on partait pour l'environnement de dev, on a tout de suite sauté dessus. On l'a utilisé. Et puis, depuis, en tout cas, on n'a aucun problème qui est apparu sur cette brique. On était peut-être plus préoccupé par d'autres. Voilà. Donc, ça marche bien.
Et du coup, Trafic est déployé comment chez vous? Il est déployé sur chacun des workers nomades, Non, des clients nomades? non, il est déployé sur 2 nœuds. Il y a 2 VM qui sont tagués avec D'accord. le flag load balancer. Ouais. Et donc, c'est un job, je ne sais plus si c'était service ou système Service. avec le tag. Service. Non, c'est des services. Les services avec le tag qui doit rester sur le LB. Et eux, les applications ensuite Java derrière, elles montent elles-mêmes aussi un certificat. Et donc, la communication entre Trafic et l'app Tomcat, on va dire, est aussi sécurisée avec le certificat Volt. Donc là, comme le montre Johan, c'est toute la conf des tags dans le job Nomad qui va permettre le routing dans Trafic. C'est le boilerplate qu'il doit avoir un peu partout. Ouais. Avec la partie supplémentaire, puisque les backends sont aussi en SSL. Parce que nos serveurs, ils font partie de la piscine, comme ils disent. Donc, tous les serveurs de dev peuvent parler entre eux plus ou moins librement. Donc, il faut les protéger individuellement en attendant d'avoir du IPTable aussi. Et du coup, quand vous résolvez un nom de domaine, vous avez parlé de DNS tout à l'heure. Ouais. Quand vous résolvez le nom de DNS, ils pointent finalement tous sur ce pool de machines où il y a que Trafic qui tourne dessus pour faire le routing après correctement. Ouais. Oui. Et on utilise une VIP qui se promène entre les deux pour minimiser le downtime s'il devait y avoir un des nœuds qui est down. Mais oui, tu as raison. Chaque inscription de service dans Consul va créer un DNS. Et le nom de domaine, en fait, c'est un CNAME vers Trafic. Vers Trafic. Parce que du coup, c'est Nomad qui va créer le nom DNS, qui va enregistrer le service dans Consul. Vous utilisez le bloc service dans Nomad. Oui. Parce que lui, par défaut, en fait, il va créer une entrée dans Consul avec l'adresse IP de la machine sur laquelle le conteneur tourne. Oui. Et du coup, c'est pas ce que vous faites. Non, parce que les ports, ils sont alloués dynamiquement. Ouais. Et du coup, si tu veux, nous, depuis là où travaillent les développeurs, on ne peut pas ouvrir toute une plage de ports vers ces machines-là. Au niveau de la sécurité, ce n'est pas possible. Donc, on les fait tous passer par Trafic où il y a les ports HTTP, HTTPS qui sont ouverts et qui permettent d'atteindre l'application. Et du coup, Nomad continue d'enregistrer quand même l'adresse IP et le port dynamique du conteneur dans Consul. Oui, parce que Trafic après va s'en servir pour faire sa route de back-end. Il faut forwarder le trafic à la bonne VM. Et du coup, qu'est-ce qui enregistre en fait le nom du service, le nom d'environnement, .bsb.ch en fait, avec le CNAME vers quelque chose. C'est le Consul template qui est qu'on déploie avec Core DNS. Donc lui, il écoute chaque changement dans Consul et à chaque changement dans Consul, il génère un bout de conf pour Core DNS. En fait, il va lire le service, tu as un service et tu vas pouvoir déployer autant de fois le conteneur que tu veux derrière. Ouais. Mais il y a un nouveau service qui apparaît, il voit le service, ça part dans Core DNS par justement Consul template, il y a une nouvelle entrée qui est là, qui pointe vers Trafic, et Trafic lui écoute aussi Consul et crée les routes back-end pour forwarder ensuite le trafic vers le bon conteneur. D'accord, donc en fait, Consul template, il va générer des nouveaux noms basés sur les services et les noms pointent de manière entre guillemets statique vers les adresses pour aller sur Trafic. Exact. Et par contre, Trafic, lui, il lit le catalogue de Consul pour pointer dynamiquement sur les services qui sont déployés. Exact. Est-ce que... Je sais pas si y a d'autres questions. Non, de toute façon, vous avez fait des tests de charge sur Trafic par hasard? Pas encore. Pas encore. Pour info, on utilise... on a un peu le même setup là où je travaille. On utilise Trafic 1. On est encore sur Trafic 1.7. Dernière 1.7. Et on fait exploser Trafic même avec plusieurs gigas de mémoire. On fait exploser en mémoire, en taux d'occupation mémoire avec certaines configurations HTTP on a encore du mal à cerner exactement quel type de trafic HTTP pose problème. Mais il y a un type de trafic HTTP en tout cas qui fait monter la mémoire de trafic et puis on est monté à
4 gigas de mémoire juste pour trafic, et puis ça pète encore. Intéressant. Mais ça a l'air d'être très lié en fait à un type de requête HTTP. Donc on est en train d'essayer de cerner un peu ce type de requête. On n'est pas encore sûr exactement de quel type déclenche ce problème-là. Ok, bon à savoir, ouais. Et le 2, vous avez essayé? Le 2, on est en train de regarder pour passer dessus, entre autres à cause de ce problème de mémoire, parce qu'on n'avait pas de problème jusqu'à présent avec le 1, on tournait avec des configs très très petites. Et vu qu'on a ces nouveaux problèmes, là, on envisage de passer au 2 du coup plus rapidement. C'était pas du tout prioritaire, on n'avait pas de raison particulière de passer à Trafic 2 jusqu'à présent. Okay. C'est étrange. Bien. J'ai d'autres questions encore si jamais. Oui, vas-y, Jonathan. Ou Jonathan, Oui. Tu veux pas, sinon, ça dépend un petit peu le type de question que tu as posé. Est-ce que tu veux pas, sinon, contacter ensuite Marco, Johan ou Jean-Philippe pour leur poser des questions plus, Ouais, c'est possible aussi. Hein. Plus ciblées? Ouais, bien sûr. On peut se voir à Lausanne. On peut se prendre une bière. Ouais. Donc, si pas d'autres questions, bon, il n'y a malheureusement pas les bières ni les pizzas cette fois-ci encore. Ok, on espère les avoir bientôt. Ce que je voulais, c'est peut-être clôturer ce meet-up, si tout le monde est d'accord. Je voulais d'abord remercier Jean-Philippe, Marco et Johan pour cet excellent retour d'expérience. Je pense que ce type... Alors, on n'a pas eu un nombre important de membres qui sont venus, mais il y a dû y avoir un souci quelconque et je pense que ce type de présentation vaudrait la peine de le refaire dans 3-4 mois. Marco, qu'est-ce que tu en penses lorsque vous aurez avancé un petit peu dessus? Ça pourrait être intéressant de voir l'évolution et je pense que ça intéresserait toujours des personnes, Ouais, et entre autres les personnes qui n'ont pas pu venir présentement aujourd'hui. Ça sera peut-être en prod d'ici là, Marco. On aura fait les tests de charge, on aura fait beaucoup plus de tests concrets dessus, puisque c'est le but de cet environnement de pré-prod où on va vraiment voir comment ça se passe, quoi. Non, mais vraiment la présentation était impeccable. Ça montrait bien votre évolution dans ce domaine. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir effectivement la suite de tout ça. Nous avons enregistré. Marco, tu peux éteindre peut-être maintenant l'enregistrement. OK.